Bien, bonsoir, mesdames, messieurs. Je suis ravi de vous accueillir pour ces rencontres organisées par la médiathèque du Centre culturel Chibaou. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque, Jean-Brice Ehrenschmidt, qui est donc docteur en géographie culturelle, président du pôle d'expertise et de recherche GIE Océanide. Donc Jean-Brice Ehrenschmidt, qui est également co-auteur d'un ouvrage avec Pierre-Yves Lemeur récemment, au-delà de nombreuses publications bien entendu, Politique foncière et dynamique coutumière. Alors non content de faire toutes ces choses-là, il est aussi la personne qui a créé la devise de la Nouvelle-Calédonie. Vous savez, terre de parole, terre de partage. Donc je pense que rien que pour ça, il devrait amener lui aussi à être versé au patrimoine de la Nouvelle-Calédonie, ou en tout cas pas si loin. Donc il a contribué à de nombreux programmes de patrimonialisation de sites emblématiques dans la région Pacifique. Et c'est précisément de ça qu'il sera question ce soir. Nous irons, comme les images l'indiquent, sur la somptueuse île de Raiatea, avec le classement au patrimoine du site sacré Tapua-Puatea. Donc les bêtises que je viens de dire sont enregistrées, la conférence aussi. De même, les débats qui suivront, que j'espère riches, malgré le volume relativement limité de spectateurs ce soir, ce que je regrette. Peut-être les absents regarderont la conférence sur la chaîne Calédonia, donc qui filme ce soir, qui diffusera cette intervention d'ici quelques semaines, à une date que nous ne connaissons pas encore. Par contre, la conférence sera accessible dès la semaine prochaine en audio sur notre site www.adck.nc. Pour finir sur une note un peu plus sérieuse, je voudrais avoir quand même une petite pensée pour quelqu'un qui venait très souvent à ces conférences, pour ne pas dire quasiment tout le temps. Il s'agit de Gérard Lavigne, qui nous a quittés jeudi dernier, qui était un militant infatigable pour une école interculturelle en Nouvelle-Calédonie. Et il intervenait régulièrement dans ces conférences, donc on aura le plaisir de réentendre sa voix sur de nombreux enregistrements. Donc j'espère qu'il restera encore longtemps dans nos cœurs et nos esprits, parce que ce qu'il disait était toujours intéressant à entendre, de par son caractère atypique. Donc je remercie Jean-Brice d'avoir non pas accepté, mais même proposé d'intervenir dans cet espace. Et puis, je vous donne rendez-vous d'ici 1h, 1h15. D'abord, il y aura un petit film, vous verrez, sur ce site sacré, et puis une intervention de Jean-Brice. Et enfin, le débat tout à l'heure. Donc nous serons deux de part et d'autre de la salle pour vous tendre un micro afin que tout soit enregistré. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous d'ici 1h, 1h15. Merci à vous. Merci beaucoup Manuel, merci au Centre culturel d'accueillir dans cette prestigieuse salle. C'est très impressionnant. En plus, je ne vous vois pas parce qu'on est ébloui par les spots, mais c'est quand même très impressionnant. Merci beaucoup de vous être déplacés. L'idée de cette conférence, effectivement, c'est une proposition faite au Centre culturel. Il me semble que cette inscription au patrimoine mondial est passée un petit peu inaperçue dans le Pacifique, alors que c'est extrêmement rare dans le Pacifique d'avoir des sites inscrits au patrimoine mondial. Le patrimoine mondial, ce sont les championnats du monde du patrimoine, c'est-à-dire que ce sont des labels qui sont extrêmement difficiles à obtenir. Or, la Polynésie française bénéficie d'un site absolument exceptionnel. C'est pour moi un grand plaisir, un grand honneur de partager avec vous ce travail qui a duré des années. Moi, j'appartiens à un petit groupement de consultants. En fait, on travaille surtout en appui aux politiques publiques. Certains de nos membres avaient déjà, il y a pas mal d'années maintenant, largement contribué et avaient notamment rédigé la candidature au patrimoine mondial pour les lagons et récifs de la Nouvelle-Calédonie. Donc ce sont des dossiers qu'on connaît bien. Et effectivement, nous avons accompagné entre 2011 et 2017, l'année de l'inscription au patrimoine mondial, en juillet 2017, on a accompagné le gouvernement de la Polynésie française dans cette démarche qui est extrêmement complexe et difficile. Et donc c'est un plaisir pour moi de vous présenter ce site d'abord, parce que
J'y ai maintenant des attaches. J'y ai passé beaucoup de temps avec les gens de l'endroit. J'aurai largement l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis, essayer à partir de cette expérience, vous proposer ce soir une réflexion rapide et un échange, j'espère, sur ces processus de patrimonialisation, c'est-à-dire, quand je parle de patrimonialisation, je parle essentiellement de patrimonialisation de certains espaces ou de sites, comme on peut le faire, par exemple, quand on crée des réserves, des aires marines protégées avec le lagon, ou quand on crée effectivement une protection d'un site comme celui de Tapoatea. C'est un processus qui n'est pas neutre, vous le verrez, très politique. Et ce soir, l'idée, c'est vraiment de vous présenter quelque chose de pas trop lourd, parce que c'est très vite indigeste, cette démarche-là. Et donc, ce que je vous propose, pour vous mettre vraiment tout de suite complètement dans le bain, on va projeter d'abord un film qui a été réalisé par le service de la culture et du patrimoine de la Polynésie française, qui est un des principaux artisans de cette démarche du patrimoine mondial en Polynésie, qui va vous mettre très vite dans le bain. Il y a quand même 20 minutes de film, et je pense que c'est important de se mettre dans cette ambiance-là. Et puis, j'essaierai de contenir ma présentation en 1 heure. On essaiera de se tenir au timing. Donc, je vous propose d'abord ce film de 20 minutes, et puis je reprendrai après et je déroulerai l'exposé. Voilà, merci beaucoup.
They take me out of Tabu. You never yet. A tire to a time, a terror in a house. Otto, the Nuna, Nortoma, the Matotena. They it all with Pumra. And I went hide out to Tato. Boila, the take. Here am Hana, they all one night. They far away on each other. Oreda, Drama, Tamato, Parida Yoto. Otto, the time. I've been a member of the Hokulea crew since 1975. It's been a long haul for us, but it's been a very good experience. And I'm here again after being here a few times. Back in 1976, it was about rediscovering ourselves. Who are we? Where do we come from? And when we came here, we felt like we found our pico, we found ourselves again. And that's why we come back here all the time, because this is our beginning. All we had were the stories. All we had to us were the stories of our tupuna. For all of us throughout the Pacific, that we had stories of our people voyaging on canoes. And Hokulea was built, again, to see if it was possible for Stone Age people to build these wooden canoes with primitive tools to actually cross the greatest ocean on the face of the earth, and to find these tiny little jewels within the sea, that these great people that gathered at places like Tapu Tapu Atea, that they observed their surroundings enough to understand that they could use the stars and the sun and the ocean and the clouds in the skies and the colors in the skies to really guide them across these oceans, and to trust that in the words of their ancestors, and to trust in the knowledge, and that's who we come from. And that in our DNA still runs the blood of these great, great people. For Hawaiians, Tapu Tapu Atea is the beginning of our religion and our history. We know that our people come from Tahiti, from Raiatea. We had temples Tapu Tapu Atea in Hawaii. On Kauai, on Oahu, on Molokai, we had 3 Tapu Tapu Atea there. So we know we come back and forth. Within this area is a very sacred place where there are 4 marae, 4 large marae. Marae Tapu Tapu Atea, Marae Oputena, Marae Hauviri, and Marae Hititai. Behind us we have the most sacred of the marae in this complex, which is Marae Tapu Tapu Atea. Tapu Tapu Atea is in the legends in Hawaii, in New Zealand, and many of the other islands of Polynesia as being the place representing Hawaiki, which is Raiatea as well, as the source of all mana. It's recognized as being the center for Polynesia. Polynesia is like a fe'e, an octopus, with all the arms spreading out into different areas. And at the center of the fe'e was the Raiatea, Hawaiki. And at the center of Hawaiki, I think, is Marae Tapu Tapu Atea. I think not just for me, but for all of the crew members to finally see the place that we read about so many times. And it makes us feel whole. What we do when we come here is to honor the ancestors, our ancestors. We did protocol there in the ocean, and then a series of chants that lead us up to Tapu Tapu Atea. And then we offered ho'okupu, our whole delegation, to Tapu Tapu Atea to honor this important place, this marae that connects all of us from Hawaii, Aotearoa, Rapa Nui, and all of us, all of our islands. Captain Cook said it when he traveled throughout the Pacific and he heard the similar language. He called it the largest nation on earth. Then in 1995, Te Aorere from Aotearoa came, Te Autonga, and Takitumu from Cook Islands, and Ho'ailoa from Hawaii, and Hokulea. So it was more and more of us are finding ourselves here.
Raiatea, l'île sacrée, l'île des anciens rois. C'est à Opoa que doit se dérouler la grande rencontre des pirogues. Au fil des siècles, de nombreux marae ont été construits sur la pointe de Matairai Terai, entre les baies de Otopuu et Te Avamoa, en face de la passe sacrée. La légende raconte que Hiro y établit il y a bien longtemps le centre de l'Alliance. En ces temps reculés, l'Alliance regroupait les îles de la Société ainsi que la plupart des îles du triangle polynésien. Tous ces royaumes insulaires alliés organisaient à Opoa des rencontres régulières pour leurs sages, leurs prêtres et leurs guerriers. De grandes délibérations internationales y étaient prises. Un jour cependant, l'Alliance fut brisée. Plusieurs siècles après, l'Alliance doit être réunifiée. This federation was placed, they met in Raiatea because Raiatea became the center of eastern Polynesia. Now you have Nukuhiva is Hawaiki Runga, Upper Hawaiki. Raiatea is Hawaiki Nui. Rarotonga is Hawaiki Raro, Lower Hawaiki. These are the three Hawaikis, and the center was Raiatea. This is where our main marae is, Taputapu Atea. This is where the Federation met in the old history until they had troubles. And we'd like to see the Federation reformed, and we're going to try to reform it while we're in Hawaii. So we bring back this concept of one nation. Ho'e pati hi ora I to te horo rao te tau, morira a teiroa, mi te tau mai au mo tupuna. I to rato whanora I ni te pumuana, en he pai tei o tautini wau hanere mo teiti. Ratou pat mo hi te matamu e te whanore e tēne moana rei. E tai mai te imhana te mo teiti to tātou, tautini e wahanere e wahuru e mapa, te tupune tau o rurara. Amu mai e to Aotearoa, tato wehi, to Trapanu e to Teiti Show. Des 8 pirogues attendues, seuls 5 arriveront à temps pour la cérémonie. Te Aurere, la pirogue des Maoris, dont les ancêtres avaient rompu l'alliance, franchit la passe la première. Takitumu, Okulea, Availoa et Tahiti Nui suivent de près. Sur le marae, un himene ouvre la cérémonie d'accueil. Afin de sceller la nouvelle alliance, chaque équipage a ramené une pierre de son pays qu'il dispose sur le site sacré. Une petite délégation pasquane ouvre la marche. Hawaïens, Rarotongiens, Maoris et Polynésiens vont les rejoindre. La cérémonie des cordelettes doit également sceller le destin de ces pirogues venues d'horizons lointains. Un morceau de cordage en fibre naturelle, provenant de chaque pirogue, est ainsi offert aux dieux anciens sur le marae. The canoe belongs to all Polynesians. And that begins here at Taputapu Atea in Raiatea. We must come here to begin that ancestral journey around the world. E ua parau ato hea te ia o whai, te papa o nā maha, no te mea, e maha tātei raroa. Nā tera mana o te ia mu tātei tāpeara I te ia nei o whai. Ua parau ato hea ra te o whai, te papa te ara no te ari. Me te ia ra tūru. Ho e ari ia, whau te ia e nia, e rawa hea tōna te whatahainura I te moana. E ia o te iti paraparau ra te taua, e tere mei te rā nām au ari e parau no hiara, e whaati te rā tino. E ia o te ari maiwa hi ai. Ia o
e tuohia e te mea te nunai. Hura o e te ari. Tapu Tapu Atea, for us, beyond question, has merit. It's like for the voyages. There are places that are that anchoring point for the canoes, that place in the middle of our ocean that allows us to go around the world. We will continue to make it a part of us every day, that it continues to live, that it will continue to be here. And one of the special things that I saw there that meant a lot to me is I was there in 1976 at Tapu Tapu Atea. And when I came back now in 1995, how much more clean the place was and how much more protected it was. Teie te taua, o hipara ana to tātou mautupuna. Wa hei putu rā teie. Nā to tātou ra mautupuna I tō rātou rāno tau. Te weira te wo whānau rā. Mea mai tai, te weira te wo whānau rā. Me taia. E te weira te whānau rā. Me pōra. Te rā te wo hipai rawa hiai ni ai seu tei ne mara no tātou. O ia te parahi ai teitau rā wai o tā. E muri mai wa parahi o tēni rau hui mata. Muri mai wa parahi ai te papa o whioro. Te au rau te ie parau. I unei tō tātou nuna te nati wa haurahia. I ei seu tōna pūmara. O pōai te tere nau tā. O pōai te tere nau tei. O pōai te tere mātau tau. No te ie pūmara tō tātou. But we are grateful that you are here, and we're grateful that we are reconnecting with all of you. Ia va'a nui, ia va'a ki aloha, ia va'a pelele, a lele mama, a manu o, a manu o kai. You know, there are a number of reasons why this place is so special. Spiritually, culturally, we are connected. Malama Honua, which means to take care of our island Earth, really this very special place. And our kupuna, especially our kupuna here in Tapu Tapu Atea, they knew that. They had these rich connections with their past. And I think for me, the newer generation coming up, we're kind of in a world where we face losing that connection. And so that is why it's important for us to take care of this area and to malama, care for our connection to this area. And I feel that us being here and a lot of the younger generation being a part of this, in a large way, we're now part of that responsibility, stewarding that relationship to continue that Tapu Tapu Atea lives on. And it's not just something that you hear about, but something that is still perpetuated today. It's still being practiced. Hawaii. O ia tei parahi ai te teitoro rae. Hawaii te whanau rā whenua. Hawaii te whanau rā tua. Hawaii te whanau rā hari. E Hawaii whanau rā tata. Harme rātou e te mana. Te mana no nia siu te ienei pū. No te mea ai te atu e wahai e ro atara mea. Mautira, Tapu Tapu Atea. No te mea, ua parahi o ia e te whenua moa, te marae moa, te awa moa. Oi o whenua rutu I te ienei. Poringe te ato tātou e. Autonomy Hawaii. Tapu Tapu Atea teaches us what the ancestors knew. That is, we can see that measure this wall, it is 0 degrees north. In Hawaii, temples that are 0 degrees north are used to measure the sun as it proceeds from solstice to equinox to solstice. That ancient understanding of the universe helped us travel all over the Pacific Ocean, but it also has helped many ancient peoples survive on the land. Today, we're looking at how to survive on Mother Earth. We have to remember those old lessons. So the scientific understanding that our ancestors had of the universe was very simple, didn't need any gadgets. They didn't even have the compass. How did they build that wall, 0 north? But they had the mind. And that's what we must think about today. What do we learn about how to plant the land, how to care for the ocean from this kind of marae? What do we learn? And so we go back to looking at what ancestors have taught us. Sometimes we've forgotten that story, but in Polynesia, in the Pacific, Tapu Tapu Atea is that stone remain from the ancestors that teach us for the future. It belongs to all of mankind. It started off being just for our people, but I think all peoples can benefit from the stories that come from this site.
Bien, je pense que ça vous met bien dans l'ambiance. Ce site, effectivement, on le voit bien, hein, il a une aura qui dépasse largement la Polynésie française. Et effectivement, les Maoris, comme les Hawaïens, comme les gens de l'île de Pâques, ont soutenu cette inscription au patrimoine mondial, ont soutenu la Polynésie dans la démarche. Et donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu cette démarche au travers de plusieurs chapitres, si je puis dire. D'abord, je vais vous représenter un petit peu le site. Tapu Tapu Atea, on l'a vu dans ce documentaire, dans l'esprit des gens, c'est un marae. Un marae, c'est ce grand temple à ciel ouvert, ce sont des structures de pierre, un lieu sacré où il y avait des cultes anciens, on y reviendra. Et pourtant, Tapu Tapu Atea, c'est bien plus que ça. Et donc, il faut qu'on reprenne depuis le début ce qui a été vraiment l'inscription au patrimoine mondial. Vous verrez que ça dépasse largement les simples structures archéologiques que l'on a vues en images à l'instant. J'essaierai de vous raconter un petit peu un dossier UNESCO, comment ça marche, et vous montrer un peu que c'est un exercice complexe. Alors, je vous ai amené, pour ceux que ça intéresse après, voilà, un dossier de candidature à l'UNESCO, ça ressemble à ça. Ça, c'est le dossier principal. Et puis quelques annexes, et nous avons ajouté effectivement un petit atlas avec des cartes. Et j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. J'essaierai dans une troisième partie de vraiment vous raconter le cœur du dossier de Tapu Tapu Atea. Parce qu'en réalité, un dossier UNESCO, ce dossier de candidature, c'est véritablement une démonstration. C'est un travail de démonstration. Il faut démontrer que ce site mérite d'être sur cette liste du patrimoine mondial. Aujourd'hui, on a j'ai revérifié ce matin, 1082 sites inscrits au patrimoine mondial. C'est finalement très peu pour l'humanité. Et donc, il faut faire une démonstration très pointue pour y arriver. Et puis, les deux dernières parties, j'essaierai de vous donner un petit peu quelques éléments de réflexion sur ces processus de patrimonialisation et ce qu'on attend comme type de développement autour de ces processus. Et puis essayer quand même de conclure sur les intérêts majeurs de cette démarche, parce que beaucoup se demandent, et on voit même les réactions, on me le disait sur Internet, ces trucs-là, ça sert à rien, ça fait joli, mais ça sert à rien. Et donc l'idée, c'est de vous proposer une petite lecture quand même, avec le recul qu'on a, à la fois d'ailleurs en Calédonie et sur ce site, quel est l'intérêt vraiment de cette démarche-là. Alors, allons-y. La Polynésie française, vous savez que c'est un archipel qui a la taille de l'Europe. C'est très, très grand. Il est composé de plusieurs archipels. L'archipel de la Société, c'est assez bizarre ce qui se passe. Vous avez dans l'archipel de la Société deux ensembles, et notamment les îles sous le vent, où se situe Raiatea. Raiatea, c'est une île qui est un peu en hauteur comme ça, et le site de Tapu Tapu Atea est dans le sud-est de l'île. On verra tout à l'heure exactement où. C'est, vous l'avez vu, un espace côtier avec plusieurs baies, une passe par laquelle entrent les bateaux et une vallée. Ce site-là, le point de départ, finalement, de l'inscription au patrimoine mondial, c'est d'abord la tradition orale. La tradition orale, les gens du lieu, les gens du village de Opoa qui sont sur place, vous avez vu tout à l'heure les sages qui connaissent les discours coutumiers, qui connaissent les noms, déclament, lorsque les gens arrivent, déclament ce qu'on appelle le paripari whenua. Le paripari whenua, c'est une description très simple du territoire. Il y en a plusieurs versions. Selon les événements, on ne va pas le dire exactement de la même manière. Selon l'intention que l'on a au moment où on le déclame, on va le dire d'une manière ou d'une autre. Et c'est une description du territoire qui, là, ne parle pas que du Marae Tapu Tapu Atea pour ce qui est de notre espace qui nous intéresse ce soir, mais qui décrit toujours un territoire en partant du haut de la montagne, puisqu'on est sur des îles hautes. On parle toujours de la montagne. On décrit ce qu'il y a dans cet espace-là jusqu'au lagon. Et on y décrit à la fois des choses très concrètes, comme quel est le nom de la rivière, quel est le nom de la montagne, quel est le nom de telle source ou autre chose de l'espace naturel, mais également avec un certain nombre de noms
qui parle de la chefferie locale, des anciens prêtres, le nom des prêtres. Ça peut être différentes versions, mais en tout cas, on a une déclamation qui décrit un territoire qu'on appellerait peut-être territoire coutumier ici, qui est l'équivalent, en tout cas, décrit un territoire. Et ce territoire, finalement, c'est ça le point de départ aujourd'hui de la réflexion et de la démarche de patrimoine mondial sur cet espace-là, parce qu'en réalité, lorsque l'on étudie de près et qu'on écoute ce Paripari Whenua et que les anciens vous racontent, on a fait un énorme travail pendant plusieurs années de collecte des informations, lorsqu'ils vous racontent ce qu'il y a derrière ces noms et ce qu'il y a derrière le nom de la montagne, eh bien, on se retrouve avec un certain nombre de lieux sacrés, et pas seulement la pointe. Vous voyez la pointe de la péninsule où nous avons le Marae Tapu Tapu Atea, là où il y a le point rouge. En réalité, il y a derrière bien d'autres sites qui vont ajouter ou qui vont en fait créer la sacralité de ce site-là. Finalement, le Marae qui est à la pointe n'est que l'émanation de tout le reste qui est sacré dans ce paysage qui est un paysage culturel. Alors, le travail UNESCO, finalement, on a défini un espace. Ce n'est pas seulement le Marae Tapu Tapu Atea dont on va parler ce soir et qui a été inscrit au patrimoine mondial. Eh bien, c'est tout cet espace avec cette ligne blanche qui prend en compte les lignes de crête qui est autour de deux vallées, la vallée de Opoa et la vallée de Hotopu, avec effectivement cette péninsule sacrée, puisque le Marae est à la pointe de cette péninsule, en face d'une passe, la passe Te Avamoa, où sont passés par lesquelles entrent les pirogues, et avec également un petit îlot qu'on a vu dans le film, qui est très important, un motu aussi très important dans la tradition orale. Et c'est tout cet espace-là qui est inscrit au patrimoine mondial. Et derrière le nom Tapu Tapu Atea, bien sûr, on pense au Marae, mais en fait, il faut penser à tout cet espace-là qui est un paysage culturel. Alors, ça, c'est la carte officielle qui a été présentée à l'UNESCO. Il y a, vous voyez le périmètre avec la ligne rouge du site, du bien inscrit au patrimoine mondial, et vous avez un périmètre plus large qu'on appelle la zone tampon, qui est une zone de protection dont il faut prendre compte dans le plan de gestion. En tout, si vous voulez, le bien lui-même fait plus de 2000 hectares, la zone tampon en fait plus de 3000. Et en tout cas, on a une partie qui est terrestre et une partie marine, puisque là, je dirais, la chose étonnante par rapport à ce qu'on fait d'habitude ailleurs dans le monde, c'est que là, on a bien une partie terrestre et une partie marine. Les deux sont autant sacrés, et on y reviendra plus tard. Alors, de quoi est constitué ce site ? Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Vous avez déjà vu pas mal d'images. On a d'abord une montagne au fond, qui s'appelle la montagne Te Aitapu. Cette montagne fait partie de la cosmologie, pas seulement sur place à Opoa, mais en fait dans tout le Pacifique. Lorsque les Hawaïens, les autres s'expriment, eh bien ils connaissent ce nom de Te Aitapu, puisque dans la cosmologie polynésienne, le dieu fondateur du monde, qui s'appelle Ta'aroa, aurait mis son pied sur cette montagne pour descendre, voir la création et voir le monde qu'il avait fondé. Et donc la sacralité de l'ensemble du site commence d'abord à cette montagne. Te Aitapu, c'est vraiment la montagne sacrée, Tapu, sacrée. Et c'est cette montagne sacrée qui finalement, parce qu'elle est connectée au mythe fondateur de la création du monde, eh bien en fait c'est cette montagne d'abord qui donne la sacralité à l'ensemble de ce site. Et cette montagne, vous voyez, c'est le premier pic qui est sur la gauche, et il y a une deuxième montagne un peu plus loin, un peu plus basse, Orofatiu, qui là est dédié à Oro, fils de Ta'aroa, qui est un des dieux du panthéon polynésien. Et on a ces deux montagnes au final qui sont là, posées au fond de la baie de Opoa. Opoa qui a été la vallée des rois, des grands rois Tamatoa. Et on a cette montagne en fond de vallée qui pose vraiment la sacralité de l'ensemble du site. C'est la même montagne vue par l'autre baie de Hotopu. Et donc notre site, si vous voulez, pour l'UNESCO, on en fait une cartographie et on essaie d'étudier du coup l'ensemble de ce qui s'y trouve. Donc on a nos montagnes qu'on vient d'évoquer, et vous voyez juste en dessous du sommet de la montagne, on a un petit point jaune où il est écrit Waiarei. Waiarei, c'est le nom du premier marae dans la tradition polynésienne. Ce serait le premier marae qui aurait existé, qui aurait été créé en honneur à Ta'aroa sur la montagne sacrée. On ne sait pas exactement si c'est là. Là, on trouve des vestiges à cet endroit-là. On ne sait pas exactement si c'est ce site-là ou pas. En tout cas, dans la tradition orale,
le marae le plus sacré, en fait, c'est pas Tapu Tapu Atea qui est en bas, mais c'est le marae Waiarei. La notion de marae, évidemment, aujourd'hui, on pense à ces grandes structures lithiques, on pense à ces grandes plateformes, ces dalles dressées, mais dans la tradition la plus ancienne, celle qui remonte vraiment jusqu'à il y a 800 ou 1000 ans, probablement les marae n'étaient que des places sacrées où il n'y avait pas forcément de structure en pierre. Ça pouvait être simplement un endroit. Et d'ailleurs, chez les Maoris, quand vous allez en Nouvelle-Zélande, dans les communautés Maoris, lorsque vous vous rendez dans la communauté, l'espace ouvert qui vous accueille lorsque vous entrez dans un lieu important chez les Maoris, ça s'appelle le marae, où là où il n'y a pas de pierre forcément. Donc c'est un terme probablement, ou en tout cas qui désignait des espaces sacrés, les tout premiers espaces sacrés et communautaires. Dans cette vallée, vous voyez, on a tout comme un cirque, si vous voulez, entre les montagnes, et on a notamment des forêts très importantes dans lesquelles se cachent un certain nombre de vestiges. Il y a dans ces forêts-là, en fait, énormément de vestiges archéologiques. Je crois qu'il y a 280 sites qui sont recensés dans la vallée. Vous trouvez des plateformes, vous trouvez des endroits où vous avez des pierres dressées. Alors, je vais les passer en revue rapidement. En tout cas, il y a beaucoup de choses cachées qui ne sont pas ouvertes au public, qui sont difficiles à trouver. Pour vous dire, même pas mal de gens du village de Opoa, qui est à peine à 1 kilomètre en bas de ces villages, ne connaissaient pas ces sites archéologiques. Et donc, on a des structures qui sont importantes, qui maintenant ont été référencées avec des plans. Le travail d'archéologues, déjà dans les années 20, a été important. Et depuis, il y a eu des compléments. En tout cas, tout le fond de vallée est recouvert de sites archéologiques et reste intouché. Quand on regarde ce qui se passe dans le bas de la vallée, on a plutôt une zone utilisée pour de l'agriculture moderne, avec même, vous voyez, des serres qui servent à du maraîchage. On a de l'occupation humaine avec un certain nombre de maisons. Mais nous avons quand même, en bas de vallée, dans une espèce qui ressemble un peu à une mangrove, un autre site qu'on appelle Waiarei. On n'a jamais réussi à le localiser très précisément, mais dans la tradition orale, après le Waiarei de la montagne, il y a eu un Waiarei qui a été construit quelque part par là et qui a été très très important dans l'édification de la chefferie Tamatoa localement. Et ce marae est disparu, qui est peut-être sous la terre ou qui est peut-être qui a été sous les eaux, est également un endroit très sacré. Et c'est cet ensemble, ce continuum entre la montagne sacrée, Waiarei de la montagne, Waiarei du bas de la vallée, qui donne la sacralité finalement à cet ensemble-là. Alors la péninsule, évidemment, la vallée qu'on vient de décrire, elle est là-bas au fond, on voit les montagnes au fond. On a effectivement cet appendice qui sort avec à la pointe, et vous le distinguez peut-être un petit peu, à la pointe, un espace plus clair où se situent ces grandes plateformes qui ont accueilli les pirogues qu'on a vues dans le film, où il y a ces grandes structures lithiques. En réalité, c'est ce site qui est vraiment un site sacré important, et vous l'avez bien compris au travers du film, est probablement une émanation beaucoup plus récente de toute l'histoire qui se cache dans la vallée. Et ces marae de cette taille-là sont probablement... on a du mal avec les datations, on pourra demander à Christophe Sand, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, archéologue. On a des datations assez confuses, en tout cas, ce n'est pas très clair, mais probablement les premiers marae ont dû émerger vers le XIIIe siècle, et ceux-là sont peut-être plutôt XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. C'est en fait la période récente. Ce site sacré. Donc quand on parle de Tapu Tapu Atea, berceau de la Polynésie française, ou tout genre d'expressions comme ça, c'est assez faux d'un point de vue archéologique si on ne regarde que les grandes plateformes. Il faut vraiment se référer en réalité à toute la cosmologie, à toute la tradition orale, pour comprendre éventuellement ce que ça peut signifier. Donc voilà où se situe le marae, le grand marae aujourd'hui. Et autour de cette péninsule, si on regarde dans la baie de droite, on voit des grands toits rouges où sont en fait construits aujourd'hui les temples protestants, enfin en tout cas le grand temple protestant. Tout le long de cette péninsule, c'était l'endroit où en fait il y avait plusieurs endroits qui abritaient ce qu'on appelle les arioi, qui étaient les prêtres
qui s'occupait du grand marae et qui faisait les rituels sur le marae. Donc ces prêtres, c'est vraiment les prêtres qui étaient liés à la chefferie Tamatoa locale, à la grande chefferie locale, et qui faisaient les rituels. Et là aussi, c'est dans les périodes les plus récentes, probablement entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Donc aujourd'hui, on a le temple. En tout cas, ces endroits-là étaient les endroits où habitaient, où vivaient les Arioi, ces prêtres qui on appelait aussi des prêtres bouffons, mais je ne rentre pas dans le détail. Vous voyez que le site en lui-même, à la pointe, hein, le marae Taputapuatea, en fait, c'est le grand marae qui est au centre, qui est le numéro 1, si vous voulez, mais il est entouré, comme ça a été montré dans le film, de plusieurs structures qui sont elles aussi très grandes. Par exemple, celle qui est au bord de mer, sous le numéro 5, c'est le marae où il y avait cette grande pierre dressée. En fait, c'est le marae familial de la chefferie Tamatoa. Et vous avez la petite plage juste à côté, numéro 7, où accostent les pirogues. C'est le lieu d'accueil des gens qui viennent de l'extérieur, juste à côté du marae de la chefferie. Donc il y a un certain nombre, je ne vais pas rentrer dans le détail, on ne va pas tout décrire, mais en tout cas, vous avez beaucoup de choses sur ce site-là. C'est un complexe de marae important, intéressant parce qu'il y a des choses très diverses. On va les passer rapidement en revue. Hein. Vous avez donc les différentes plateformes, elles sont grandes. Le grand marae principal fait 180 mètres de large. Et vous avez la partie avec les pierres dressées au fond du marae qui forme une espèce de grand mur, le ahu, qui est la partie la plus sacrée d'un marae. Donc on a des structures qui sont quand même très importantes, mais ce ne sont pas les seules en Polynésie française. Il y a sur l'île qui est juste en face à Wahine des structures qui ont la même importance en termes de monumentalité, si vous voulez. Il y avait à cette époque-là des chefferies, des rivalités entre chefferies à celui qui allait avoir le marae le plus grand, et c'était à celui qui allait monter les dalles les plus grandes. Et donc on a vraiment là un symbole des chefferies finalement de l'époque. Et en tout cas, le marae Taputapuatea, vous voyez ces grandes dalles dressées qui sont des dalles de corail. Aujourd'hui, sert encore, il y a encore des offrandes qui sont faites, comme vous les avez pu voir dans le film. Cette grande pierre dressée qu'on a vue, hein, c'était la pierre qui symbolisait finalement le pouvoir suprême de la chefferie Tamatoa, qui était une chefferie extrêmement puissante, puisqu'elle avait droit de vie ou de mort sur les gens. Vous avez peut-être vu les images d'un certain nombre de crânes, il y avait des sacrifices humains sur les marae. En tout cas, c'est le symbole même de cette chefferie, de cette royauté finalement récente, puisque les Tamatoa étaient là au moment des premiers contacts avec les Européens, et en particulier James Cook a rencontré des Tamatoa sur place. Il est venu sur le marae. Alors, je passe rapidement ces images. Vous les avez vues, en tout cas. Vous voyez des grandes structures, mais vous voyez aussi des petites structures, des choses qui paraissent très anodines, des petits hôtels qui sont en fait plutôt des structures contemporaines. On est là dans des constructions qui ne sont pas du tout anciennes. Vous voyez celle en haut à gauche, par exemple. C'est une espèce de toute petite plateforme avec un petit mur qui a en fait été construite au moment de 1995. Vous avez vu les images de ces pirogues qui se sont rassemblées pour sceller l'alliance, pour le fait que ces communautés renouent l'alliance. Eh bien, ils ont scellé l'alliance en construisant cette petite plateforme. Vous voyez donc ce marae qui est un vestige archéologique considéré comme tel, a quand même encore une vie spirituelle, et il se passe encore des choses sur ce marae. Également, vous voyez une pierre sculptée qui est plutôt de style maori. Vous voyez des petits hôtels où les gens viennent déposer leurs cailloux venant d'ailleurs. C'est probablement quelque chose qui n'est pas ancien, mais c'est quelque chose de vivant. C'est-à-dire que ce marae porte en lui non seulement une sacralité liée à quelque chose de très ancien qui remonte à la cosmologie ancienne polynésienne, mais il y a également un certain nombre de choses vivantes et du culte qui continue de se produire. Alors, quand on quitte la péninsule et qu'on va ensuite dans le lagon, on a plusieurs choses. Il y a effectivement le motu qui est ici, qui est un motu qui est considéré comme sacré et faisant partie prenante de cet ensemble. On trouve des parcs à poissons traditionnels où les gens continuent de pêcher. Vous avez effectivement un lagon qui est absolument somptueux à cet endroit-là. C'est un lagon très riche où il y a des raimentas, vous allez voir des dauphins, vous allez voir toutes sortes de requins. Il y a beaucoup d'espèces emblématiques. C'est extrêmement protégé et très riche. Hein. Vous voyez quasiment au quotidien des dauphins passer dans la baie. Et vous avez évidemment cette passe. La passe, on y reviendra tout à l'heure, elle est également sacrée dans
tradition orale locale et du Pacifique, puisque non seulement c'est l'endroit par lesquels passent les pirogues, où on accueille, vous avez vu que l'accueil se fait d'abord dans la passe, mais on verra qu'il y a un monstre marin qui vit dans cette passe, j'en parlerai un peu plus tard. Alors, pardonnez-moi d'être un peu long là-dessus, je vais essayer maintenant de vous indiquer assez rapidement, on va passer assez vite là-dessus, mais alors, quand on a tout ça, on essaie de mettre tout ça dans une démonstration. Quand on crée un dossier UNESCO, on doit suivre un certain nombre de règles extrêmement précises et on ne peut pas être dans l'émotion comme on l'est quand on vit tous ces moments festifs, ces moments de rituel ou ces moments spirituels. Vous avez vu que toutes les photos que je vous ai montrées jusqu'à présent, il n'y avait pas un humain dessus. Le patrimoine mondial, c'est d'abord un site, c'est d'abord un bien matériel. Et donc, je vous en ai montré que la matérialité. Quand on visite comme ça et qu'on voit personne et qu'on prend des photos, bon, c'est pas mal, c'est beau, c'est monumental, etc., mais ça ne raconte rien. Et au départ, un dossier patrimoine mondial, c'est d'abord un site, c'est d'abord un bien matériel. Et il faut s'intéresser à la matérialité de ce site. Mais on verra qu'il y a un certain nombre de critères qui permettent quand même de raconter tout ça. En tout cas, un processus pour inscrire un bien au patrimoine mondial, c'est un vrai parcours de combattant. En moyenne, ça prend 10 ans. Il faut d'abord pouvoir inscrire votre bien. Si vous avez l'idée d'inscrire un bien au patrimoine mondial, il faut d'abord que ce bien soit inscrit sur la liste indicative de l'État partie. Alors, l'État partie pour la Polynésie ou pour la Calédonie, c'est la France. C'est la France qui a signé la convention de l'UNESCO. Ni la Polynésie ni la Calédonie ne sont signataires de cette convention. En tout cas, cette liste indicative, elle est portée par la France. Et la France présélectionne un certain nombre de biens qui peuvent prétendre à cette inscription au patrimoine mondial. Parce que tout pays qui est signataire de la Convention, ils sont 167 pays, tout pays qui est signataire de la Convention ne peut présenter que 2 biens par an. On ne peut pas présenter plus de 2 par an. Et évidemment, 2 par an, ce n'est pas beaucoup pour chaque pays, parce que sinon, il y aurait trop de candidatures. Mais du coup, il faut faire partie de cette liste indicative. La liste française en comporte environ 40 sites. Et vous voyez que pour passer 40 sites au patrimoine mondial de chaque année, eh bien, il faut 20 ans pour passer la quarantaine de sites qui est inscrite sur cette liste. Donc déjà, il y a une compétition interne entre les biens français pour pouvoir passer. Parce que lorsque vous arrivez le dernier, que vous avez déjà 39 sites devant vous, bah, c'est comme chez le boucher, vous prenez un ticket et normalement vous passez en 40e, c'est-à-dire dans 20 ans. Alors, ça ne se passe pas exactement comme ça, parce qu'en cours de route, il y en a qui s'arrêtent, on ne va pas au bout de certaines logiques, etc. Mais en tout cas, dans le principe, c'est ça. Donc, il y a déjà cette compétition interne à l'État partie. Ensuite, il faut tout de suite s'intéresser, et souvent ce n'est pas fait, il faut s'intéresser tout de suite au plan de gestion. Parce qu'il faut que votre plan de gestion, au moment où vous allez passer l'examen final, il faut que votre plan de gestion il soit déjà effectif. Donc vous avez intérêt à vous y prendre à l'avance pour pouvoir démontrer que vous êtes en capacité de gérer le bien. Si vous n'êtes pas en capacité de gérer le bien, l'UNESCO ne l'acceptera pas sur la liste. Le montage du dossier, quant à lui, vous montez votre dossier et au fur et à mesure que vous montez votre dossier, vous avez 3 étapes. Il faut passer un grand oral. Et là, on est encore toujours dans l'État partie. On n'est pas encore devant l'UNESCO, mais en 3 fois, il faut essayer de démontrer à la France que vous êtes quasiment prêt. Et à chaque fois, vous avez une commission qui statue sur le fait que ce que vous avez présenté est suffisamment pertinent. Alors pour les territoires outre-mer, on a pu négocier de ne passer qu'en 1 fois, parce qu'évidemment, on ne va pas s'amuser à faire des allers-retours. C'est tellement cher et tellement coûteux, tellement compliqué aussi à faire que cet oral a été passé qu'en 1 fois. Et si la France en est d'accord, si elle est prête à porter ce dossier, et ça a été le cas pour Tapu Tapu Atea, où l'ambassadeur de France permanent à l'UNESCO a dit « on y va », il a donné le feu vert, eh bien, à ce moment-là, on finalise le dossier pour l'année qui est décidée, en tout cas pour le dépôt. Chaque année, c'est le même rituel. Il faut déposer le dossier avant le 31 janvier de l'année. Le dossier sera examiné ensuite pendant 16 mois. Et c'est que l'année suivante, en année N+1, si vous voulez, en mois de juillet, que se réunit le comité annuel et statue sur votre cas.
Voilà, donc d'habitude, c'est environ 10 ans, et pour Tapu Tapu Atea, ça a duré à peu près 10 ans. Alors, moi, je n'y ai pas participé pendant 10 ans. Au début, ça a été un travail porté d'abord par les instances locales avec les associations locales, jusqu'à ce qu'ils soient venus nous chercher pour essayer de monter d'un cran sur le dossier. Ce qui est très important dans ces dossiers, c'est qu'ils ont tous la même structure. Quel que soit le bien que vous présentez, ça a toujours la même structure. On décrit le bien physiquement, un peu ce que j'ai fait tout à l'heure. On en explique l'historique et le développement, comment ce bien s'est développé, qu'est-ce qu'il raconte, qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là. Et puis, vous avez ce qu'on pourrait appeler le cœur du dossier. Vous devez faire ce qu'on appelle la déclaration de valeur universelle exceptionnelle. Ce qu'on appelle la VUE dans le jargon de l'UNESCO. C'est le cauchemar des gens qui montent le dossier UNESCO. Vous devez démontrer la valeur universelle exceptionnelle sur un certain nombre de critères. Et puis après, vous avez d'autres choses qui font partie de cette démonstration. Vous devez démontrer l'authenticité du bien, l'intégrité du bien. Vous devez faire une analyse comparative entre ce bien et d'autres biens UNESCO ou bien d'autres biens d'importance mondiale. Vous devez décrire l'état de conservation, montrer le plan de gestion, quel système de suivi vous allez mettre en place. Enfin, vous avez un cahier des charges qui est extrêmement précis puisque les titres, vous ne les choisissez pas. Chaque titre de paragraphe est codé et vous devez remplir des cases. En tout cas, c'est extrêmement codé. Et ce qui est important, je reviens sur cette VUE. Cette VUE, c'est là-dessus que je vais focaliser l'attention. Je ne vais pas vous montrer tout le dossier, sinon ce serait d'un ennui mortel. Mais la VUE, vous voyez que montrer la valeur exceptionnelle d'un bien, c'est faisable sur beaucoup de choses. Montrer la valeur universelle exceptionnelle d'un bien, c'est autre chose. Universel, ce mot universel, pourquoi je parle de cauchemar, c'est qu'il faut démontrer que ce bien a une importance mondiale, a une importance pour l'ensemble de l'humanité et pas seulement pour une communauté ou pour un peuple seulement. Et ce caractère universel, il va falloir le raccrocher à des valeurs universelles. Et c'est là que c'est assez complexe. Et c'est complexe non seulement à concevoir, dans sa conception, mais c'est complexe aussi simplement à réaliser parce qu'on vous demande de faire cette démonstration. Vous voyez, vous avez un gros dossier, il y a beaucoup de choses, mais la VUE, la description en tout cas des critères et l'importance du site, eh bien, ça tient sur 3 pages. Ces 3 pages, on les reprend à peu près 1000 fois entre le début où vous commencez à rédiger et la fin. C'est extrêmement important parce que c'est vraiment le cœur du dossier. Alors, on va essayer de voir rapidement. À l'UNESCO, pour avoir le label, cette VUE, en fait, on vous donne quand même des indications. Vous avez 6 critères possibles pour les biens culturels. Il y en a 4 pour les biens naturels. Donc, pour la Calédonie et ses récifs, ce n'était pas du tout là-dedans. C'était 4 autres critères. Mais là, on est bien dans un bien culturel. Vous avez 6 critères possibles. Je vais en lire l'un ou l'autre. Le premier critère, c'est représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain. Voilà. Eh bien, allez-y, démontrez que votre bien répond à ce critère-là. Pour être inscrit au patrimoine mondial, il suffit d'un seul critère. Un seul critère et vous y êtes. Le plus souvent, les biens qui sont présentés souvent répondent à plusieurs critères. Pour ce qui nous concerne à Tapu Tapu Atea, nous avons monté un dossier sur la base de 3 critères. Le critère numéro 3, c'est apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue. Eh bien, on a considéré qu'effectivement, Tapu Tapu Atea permettait de démontrer ça, et je vous montrerai comment. Le critère numéro 4, offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significatives de l'histoire humaine. Et puis enfin, le critère numéro 6, celui-là est un peu particulier. Ce critère ne peut jamais être présenté tout seul. Il est conseillé de toujours le présenter en appui aux autres. Et celui-là nous intéresse beaucoup parce que, vous voyez, on ne parle pas que d'architecture ou de témoignage d'une civilisation. Vous avez bien vu ce qui se passe sur ce marais et les rencontres qu'il peut encore y avoir qui sont vivantes. Et ce critère 6 répond vraiment à cette préoccupation. Le 6, c'est être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle. Voilà, donc ça, vous voyez qu'on ouvre quand même la porte, pas seulement, je dirais, entre guillemets, aux cailloux, c'est pas seulement un bien
physiques, des plateformes, des structures archéologiques, un paysage, mais ce qui s'y passe rentre aussi dans les critères, peut rentrer en tout cas dans les critères. Vous avez d'autres biens au patrimoine mondial où ce critère numéro 6 n'est pas du tout présent. En tout cas, ça a été le choix de la Polynésie et du travail qui a été fait d'inscrire au patrimoine mondial selon ces 3 critères-là. Alors, comment ça a été rédigé? Le critère 3, on a considéré que Tapu Tapu Atea apporte un témoignage exceptionnel de 1000 ans de civilisation Mahoe. Mahoe, c'est polynésienne de Polynésie française. Le critère numéro 4, les vestiges archéologiques de Tapu Tapu Atea offrent des exemples éminents du type de temple à vocation culturelle et sociale construit par le peuple Mahoe du XIVe au XVIIIe siècle, les marae. Et donc, ce critère-là, on s'est beaucoup focalisé sur les marae, et je vous en dirai un peu plus après. Le critère numéro 6, c'est Tapu Tapu Atea est un paysage culturel associatif polynésien remarquable. Alors l'expression paysage culturel associatif, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est du jargon de l'UNESCO. Il y a un document gros comme ça qui explique les différents types de paysages culturels. En tout cas, l'idée, c'est que sont associés à ce paysage-là eh bien, une toponymie, une tradition orale, une cosmologie, des représentations religieuses, en tout cas, toutes sortes de choses qui sont de l'ordre des idées et des croyances, qui sont attachées à ce paysage culturel. Et donc, c'est bien le cas, nous semble-t-il, pour Tapu Tapu Atea. Alors, pour le critère numéro 3. Le critère numéro 3, finalement, dire que Tapu Tapu Atea apporte un témoignage exceptionnel de 1000 ans de civilisation Mahoe, en fait, un des premiers enjeux pour nous, ça a été de montrer d'abord qu'il y a eu l'histoire du peuplement de la Polynésie, et notamment de la Polynésie orientale, c'est-à-dire celle qui est le plus à l'est. La Polynésie orientale, ce sont les derniers espaces de la planète qui ont été colonisés par l'humain. C'est assez récent, en fait, comme migration. Si vous voyez les datations, en fait, on avait déjà des peuples polynésiens qui sont restés pendant près de 2500 ans du côté de Tonga, Samoa, Wallis. Et puis, les performances de la navigation traditionnelle, que ce soit les embarcations, que ce soit les capacités de navigation, ne permettaient pas d'aller au-delà. Et pendant plus de 2000 ans, dans ces espaces insulaires de Samoa, Tonga, eh bien, les populations, d'abord, ont grossi, sont devenues importantes par rapport aux surfaces des îles. Il y avait besoin de sortir des îles, mais ils ont surtout mis au point des méthodes pour pouvoir coloniser d'autres parties de l'océan. Et effectivement, il a fallu attendre près de 2000 ou 2500 ans avant que ce grand saut vers les îles les plus lointaines et probablement vers les îles de la société, ce sont des hypothèses. Aujourd'hui, ce n'est pas démontré de manière stricte. En tout cas, peut-être à partir du 7e siècle, peut-être le 10e siècle, en tout cas entre le 7e et le 10e siècle, probablement, il y a eu les premières migrations qui sont arrivées de Tonga, Samoa, vers les îles de la société. Et dans les traditions orales, souvent, on entend dire, impossible de le démontrer scientifiquement, on entend dire que Raiatea pourrait être l'île où les premiers, je dirais, navigateurs, explorateurs qui voulaient coloniser de nouvelles îles auraient mis les pieds, et que c'est à partir de là que seraient parties toutes les migrations vers Hawaï, vers Rapa Nui, l'île de Pâques, et vers la Nouvelle-Zélande. Et donc, ce serait effectivement l'importance en fait de cette histoire de peuplement qui en fait s'est jouée très rapidement dès le moment où ils ont acquis ces compétences pour coloniser les îles et pour naviguer au travers du Pacifique. Vous voyez qu'après ça se tient dans un mouchoir de poche. En 100 ou 200 ans, et bien toutes les autres îles, tous les autres archipels qui sont pourtant à 5 ou 6 000 kilomètres de Raiatea ont été occupés par ceux qui sont les Hawaïens ou les Maoris aujourd'hui. Ça c'est vraiment important parce que cette passe sacrée dont on parle, elle symbolise ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment à cette passe-là que... Non, probablement non. Probablement, ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Il y a eu beaucoup d'îles qui ont... Il y a eu sûrement plusieurs groupes, il y a eu plusieurs occupations dans différents endroits. Ça ne s'est pas fait de manière linéaire. Mais en tout cas, la manière de raconter l'histoire dans la tradition orale polynésienne, c'est de raconter ça de manière un petit peu linéaire. Et ce site, finalement, incarne aussi cette histoire du peuplement. Alors, je rajoute cette petite image. Vous avez vu dans le film tout à l'heure qu'on parlait d'une pieuvre géante. Effectivement, dans la tradition orale, il y aurait une pieuvre qu'on appelle Tumurai Whenua. Tumurai Whenua, en fait, est une pieuvre mythique, géante, qui vivrait dans la passe sacrée
que vous voyez en photo. Elle vivrait dans cette passe-là et elle déploie ses tentacules jusqu'à Hawaï à 6000 km, jusqu'aux îles Cook, dans tous les archipels, parce que l'idée, c'est que Tapu Tapu Atea et cet endroit-là de Raiatea est connecté par tous ces liens coutumiers, ces liens avec les différents archipels et les différents peuples qui ont essaimé dans toute la Polynésie orientale. Alors évidemment, toute cette histoire, elle est énormément liée à la navigation. Vous avez vu des images tout à l'heure. Lorsque les premiers Occidentaux sont arrivés, ils ont été assez impressionnés par les différentes embarcations. Il y avait des embarcations de guerre, des embarcations rituelles qui permettaient de sillonner le Pacifique pour amener le culte de Oro. Le marae Tapu Tapu Atea est dédié à un dieu qui s'appelle Oro, on l'a évoqué tout à l'heure, fils de Ta'aroa qui avait mis son pied sur la montagne, mais également des pirogues du quotidien pour naviguer entre les îles ou pour la pêche, etc. Donc différentes sortes de pirogues. Et ce qui est extraordinaire, c'est effectivement les connaissances liées à ces pirogues-là, qui sont les connaissances de navigation. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est horriblement compliqué à expliquer, mais grosso modo, les Polynésiens avaient des représentations du monde et qui leur permettaient, grâce effectivement à un certain nombre de repères dans le ciel, que ce soit les étoiles zénithales, les piliers célestes qui sont complexes à expliquer, qu'ils appelaient les pou, et puis qu'ils appelaient les chemins d'étoiles. En fait, il y avait des étoiles. Lorsque le ciel tourne dans la nuit, puisque le ciel n'est pas immobile, ça tourne dans la nuit, eh bien, dans la représentation polynésienne, les étoiles forment une route, elles ont une direction, et en se référant à l'une ou l'autre étoile, eh bien, selon où on veut se rendre, on va pouvoir suivre l'une ou l'autre direction. Ça fait partie des méthodes. Et ça, c'est pour tout ce qui est navigation océanique. Donc on avait des méthodes pour les longitudes et pour les latitudes. Mais il y avait également des méthodes lorsque vous entrez dans un périmètre où il y a la présence d'une île pas trop loin, même si vous ne la voyez pas, à 5-6 jours, les gens arrivaient à détecter une île sans la voir. Parce qu'ils avaient une représentation d'un dôme insulaire au-dessus de l'île, et ils détectaient énormément de choses, que ce soit les oiseaux, la forme des nuages, la couleur de l'eau, la forme des vagues et la manière dont elles se croisent parfois, toutes sortes de critères. Lorsque vous sortez du périmètre purement océanique et que vous commencez à rentrer dans un périmètre où il y a des îles pas trop loin, eh bien, c'est un autre système de navigation qui commence, où on essaie de repérer, de comprendre d'où viennent ces vagues, et pourquoi ces vagues sont perturbées, c'est qu'il doit y avoir quelque chose par là ou par là. Et donc, vous avez une navigation qui est extrêmement performante à l'époque. Ensuite, lorsque l'on va sur le site et qu'on rentre dans les forêts, du côté de la vallée, lorsqu'on rentre dans les forêts, on se rend compte que les forêts sont constituées de beaucoup d'espèces qui ne sont pas originaires de la Polynésie française, qui ne sont pas des espèces endémiques, et qui sont des espèces utiles qui ont été apportées sur les pirogues. Là, par exemple, c'est une forêt de mapé. Les mapés, c'est une sorte de châtaignier, si vous voulez, mais c'est également des bambouseraies, c'est un certain nombre de plantes, des plantes médicinales, c'est certains tarots, c'est des plantes alimentaires, médicinales, des matériaux de construction. Et en réalité, on se rend compte que dans toute la vallée est plantée de différentes espèces, et également qui ont été apportées en pirogue, en fait, par les premiers colonisateurs. Et en réalité, les gens partaient sur ces pirogues doubles pour peupler les îles disponibles. Ils partaient avec à leur bord non seulement les plantes, mais également les animaux utiles. Ils avaient des sortes de kits d'implantation, des kits d'installation s'ils découvraient des îles. Et au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, ils avaient suffisamment à manger et suffisamment de produits pour pouvoir s'y installer durablement. Et donc, on retrouve les traces de ces implantations. Et lorsqu'on fait la cartographie très précise des différents milieux, ça c'est dans la vallée de Opoa, il y a eu toute une cartographie qui a été faite par des spécialistes, des botanistes. On se rend compte là qu'il y a par exemple beaucoup de bleu. Et bien, tout ce que vous voyez en bleu, ça a été après synthétisé. Tout ce que vous voyez en bleu, ce sont des milieux qui ont été entièrement créés par l'homme, en fait, sur la base de plantes importées. Et quand on superpose ces zones en bleu, ces zones je dirais, des forêts anthropiques, c'est-à-dire qui ont été créées par l'homme,
eh bien c'est aussi là, vous voyez tous ces ensembles noirs hachurés, c'est aussi là que l'on trouve toutes les implantations des structures archéologiques qu'on trouve dans la vallée, au fond de la vallée. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant avec ce côté marin de la navigation et l'histoire du peuplement de ces îles très lointaines, c'est qu'en réalité, on avait des gens qui avaient une capacité non seulement de se déplacer et de naviguer, de trouver les îles, et après de s'y installer et d'y vivre de manière viable. Et ça, on arrive à le lire dans le paysage de Tapu Tapu Atea. Tapu Tapu Atea raconte ça parce qu'on a tous les éléments, à la fois par les forêts, par les vestiges archéologiques, ça permet de raconter cette histoire. Et donc notre critère 3, si vous voulez, ça apporte un témoignage exceptionnel de 1000 ans de civilisation, c'est qu'effectivement, on a un certain nombre de points qui ont fait partie de la démonstration. C'est que ce site symbolise l'expansion et le développement en réseau de la civilisation polynésienne, probablement à partir du 9e ou 10e siècle. Les forêts anthropiques, les vestiges archéologiques, le marae Tapu Tapu Atea, en fait, illustrent l'histoire du peuplement des îles et l'organisation territoriale, sociale et religieuse ancienne des Maohé. Alors, je reviendrai un peu dessus après. Ce paysage culturel, finalement, traduit la compréhension qu'avait ce peuple, qu'avaient les Polynésiens. Ils avaient une compréhension intime de la nature, que ce soit, on le voit bien, du côté marin comme du côté terrestre. Ils avaient des savoirs, des savoir-faire. Et ça atteste d'une maîtrise continue dans le temps de la navigation océanique, puisqu'on a vu qu'ils ont essaimé et qu'aujourd'hui encore, on a ces liens avec les autres archipels. Ça témoigne également du mode d'utilisation des ressources naturelles et des transformations intentionnelles des milieux pour les rendre viables. Donc voilà, on a défendu en tout cas le fait que ce site porte ça et permet de démontrer ça. Et en Polynésie française, c'est probablement le seul site où on a tout ça réuni au même endroit. Le critère numéro 4, on a essayé d'expliquer que les vestiges archéologiques de Tapu Tapu Atea, ça offre des exemples éminents, finalement, des marais. Des marais, il y en a un peu partout en Polynésie. Et il y a d'autres marais très beaux sur Tahiti, sur Moorea. Il y a un très bel ensemble à Moorea que vous pouvez visiter, qui a été réaménagé par le service de la culture du patrimoine. Il y a juste sur l'île, juste en face de Raiatea, à Wahine, il y a des grands ensembles monumentaux. Ce ne sont pas les seuls marais qu'il reste en Polynésie. Ils sont devenus rares parce qu'ils ont été beaucoup détruits, mais il en reste quelques-uns. Mais à Tapu Tapu Atea, c'est un peu particulier. Vous voyez cette carte, alors on ne va pas rentrer en détail. Vous voyez qu'il y a pas mal de points rouges. Les points rouges, ce sont les marais. Et en fait, on trouve des marais aussi bien en fond de vallée, en basse vallée, et puis évidemment le marais de Tapu Tapu Atea, le grand complexe au bout de la péninsule, mais on en trouve dans toute la vallée. Et ce qui est très intéressant avec ces marais, quand on les étudie de près, qu'on en fait la cartographie, que les archéologues étudient leur forme, leur taille, etc., on se rend compte que certains marais étaient des petits marais familiaux. Chaque famille, autrefois, avait un petit marais derrière la maison, où on faisait des rituels pour communiquer avec les ancêtres, pour des rites de fertilité, pour les champs, etc. Il y a également des marais un peu plus grands. On a vu tout à l'heure quelques images avec des pierres dressées. C'était des marais d'une petite chefferie locale, ou en tout cas de clans un peu importants, avec différentes pierres qui représentaient les différents dignitaires qui se retrouvaient sur ces marais, qui discutaient des affaires locales. Et en tout cas, on a comme ça une panoplie de marais différents qui montrent un peu toute la stratification sociale que l'on avait dans la vallée. Et plus on est profond dans la vallée, finalement, plus ce sont des gens de petites conditions qui étaient des paysans et qui devaient d'ailleurs nourrir les castes les plus importantes, les chefferies, les guerriers, les prêtres. Et puis, on a en milieu de vallée des marais un peu plus grands, avec effectivement des petites chefferies locales. Et donc, on a toute une panoplie de marais dans cette vallée qui représentent bien la diversité des marais et qui permettent d'expliquer de manière très, très claire, parce que c'est un des rares endroits en Polynésie où on a cette diversité, cette panoplie de marais différents. Et donc, si vous voulez, on a pu démontrer sur cette base-là qu'effectivement, non seulement
On a tous ces marae différents dans le fond de vallée, mais on a également, bien évidemment, le complexe du marae de Tapu Tapu Atea avec toutes ces grandes plateformes en bord de mer. Grosso modo, on a pu démontrer que on avait là le site de Polynésie qui était le plus représentatif finalement de ce qu'est un marais et de cette architecture très spécifique des marais. Parce qu'un marais, ça ressemble à rien d'autre qu'un marais. C'est-à-dire que quand vous voyez un marais, vous savez que c'est polynésien. Ça ne peut pas être autre chose. Eh bien, ça permet vraiment de montrer quelque chose qui représente vraiment le peuple maori ancien. Et puis, évidemment, la monumentalité quand même, parce qu'il y a certains de ces marais qui sont extrêmement impressionnants, avec des dalles de pierre de 4 mètres de haut qui pèsent plusieurs tonnes. En fait, elles représentent bien, finalement, cette période de l'histoire finalement assez récente. Je vous le disais, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, en tout cas dans la période la plus récente, où on a eu ces grandes chefferies qui ont émergé, en compétition les unes avec les autres, et effectivement avec une capacité de rayonnement politique, vous avez entendu parler d'alliances, de chefferies qui faisaient alliance à des échelles considérables. Eh bien, c'est une période de l'histoire maori où les chefferies sont devenues importantes, et là on a vraiment un exemple éminent d'un marais monumental, avec cette grande pierre dressée aussi, qui est pour l'intronisation de la chefferie, cette pierre rectangulaire qui est dressée, c'est là qu'étaient intronisés les grands chefs. Et donc on a vraiment là une représentation de ces marais. Alors il faut que j'accélère un peu, parce que c'est un peu plus long que prévu. Juste pour finir sur ce point, c'est que les réseaux qui sont liés aussi à cette capacité de navigation qu'on a vu tout à l'heure. Le marais de Tapu Tapu Atea est dédié au culte de Oro. Ça a rayonné à très grande échelle, puisqu'on retrouve le nom de Tapu Tapu Atea sous différentes formes dans tout le Pacifique. En Polynésie française, dans différents archipels, on trouve des Tapu Tapu Atea. À Hawaï, sur plusieurs îles, vous allez retrouver des Kapu Kapu Akea. Et chez les Maoris, en Nouvelle-Zélande, il y a plusieurs sites qui s'appellent Tapu Tapu Atea également. Donc on a bien là une trace tout à fait tangible du fait que ce nom a rayonné à des échelles absolument considérables. Il faut imaginer quand même, ce sont des lieux qui sont à 5500, 6000 km, c'est-à-dire un aller-retour en pirogue, c'est quand même 11 000 km en pirogue pour se rendre à Tapu Tapu Atea. C'est quand même assez considérable. Le critère numéro 6, celui-là, je pourrais en parler des heures, parce que c'est celui qui, évidemment, est le plus attachant quand on fait ce genre de métier. Finalement, c'est tout ce qui concerne la tradition orale et tout ce qui concerne le symbole, les religions et les savoirs traditionnels et les rituels qui sont liés à ça. Eh bien, on a engagé pendant 5 ans, avec le service de la culture et du patrimoine, un travail de collecte de tradition orale. Vous voyez en haut à gauche les papas, comme on dit, que vous avez vus sur le marae tout à l'heure, déclamer et accueillir les autres, sont des gens avec qui on a travaillé pendant plusieurs années. Et notamment le monsieur qui parlait et qui déclamait, Papa Marehau, c'est un monsieur qui avait la capacité de réciter plus de 2000 noms des généalogies, des noms de lieux, les histoires mythiques, et surtout qui avait la capacité à raconter 1000 ans d'histoire polynésienne racontée à la manière polynésienne. On pensait cette connaissance disparue depuis longtemps. On la trouve un petit peu dans certains livres, et notamment Te Wira Henry, j'ai vu qu'il est sur la table à l'extérieur. Il y a un certain nombre de bouquins qui racontent cette histoire-là, mais là, il y avait une manière de la raconter de manière orale, apprise oralement, parce que c'est un papa qui sait à peine lire, avec une connaissance considérable et une capacité de raconter les transformations politiques, religieuses, de l'espace, en tout cas capable de raconter 1000 ans d'histoire. Et c'est vrai qu'autour de ça, il s'est passé beaucoup de choses. Les associations ont du coup lancé des ateliers sur l'artisanat. Il y a eu plusieurs expéditions dans la vallée avec des groupes de jeunes pour essayer de les mobiliser, pour leur apprendre un peu ce qu'il y avait dans la vallée. Il y a eu des discussions, des rencontres pendant plusieurs années, là, et ça continue aujourd'hui. Tout ce qui tourne autour, finalement, de l'oralité du critère 6, c'est d'abord quelque chose de très important. Il reste encore une tradition orale très importante. Et puis, on l'a vu dans le film, je passe rapidement, depuis 1976, en 1995, là, vous avez eu plusieurs événements à l'échelle régionale
où se sont réunis les différents peuples de la Polynésie, avec beaucoup de rituels à la clé, dans un grand mouvement, je dirais, de renouveau culturel, hein, de revival culturel, parfois un peu folklorisé, mais en tout cas quelque chose de très important et qui a été vécu non seulement par les gens qui sont venus de loin, mais également par les populations locales, comme des moments très très importants de retrouvailles, et presque, je dirais, de retrouvailles familiales. Ils considèrent les gens venus de Hawaï et ailleurs comme des cousins. Et vous les voyez d'ailleurs quand ils se retrouvent, ils se serrent dans les bras comme si on retrouvait un tonton ou un cousin proche. Et donc ces moments de rituel, encore en 2014, il y a eu un rituel très important. Hokulea, cette pirogue avec, je ne sais plus le nom de la deuxième pirogue hawaïenne, sont venus demander l'autorisation au Marae Taputapuatea de faire le tour du monde en pirogue traditionnelle sans instrument. Et ils ont fait leur tour du monde, ils ont été à New York, regardez sur YouTube, il y a les pirogues traditionnelles en face de l'ONU à New York, ils ont été dans le monde entier en pirogue traditionnelle, et ils sont revenus au bout de 3 ans de tour du monde, ils sont revenus avec les pierres sacrées qui avaient été confiées à l'équipage, aux équipages, des pierres qui avaient été confiées par les papas de Taputapuatea. Ils sont revenus rapporter ces pierres-là sur le Marae et les ont redéposées sur le Marae. Et ça s'est fait à peu près au moment de l'inscription au patrimoine mondial en 2017. Et donc vous avez toute une part de rituel, on l'a évoqué tout à l'heure, et des gens qui se déplacent au sein de ce triangle polynésien. Il faut quand même se rendre compte que ce triangle polynésien, si on pointe Hawaï, Nouvelle-Zélande et l'île de Pâques, et que vous plaquez ce triangle ailleurs sur la planète, eh ben c'est la taille de l'Afrique, c'est la taille de l'Amérique du Sud, c'est la taille d'un continent, et c'est bien le continent océanique qui est représenté là. Donc voilà pour nos critères, et du coup, on a pu en déduire, si vous voulez, que ce site constitue un paysage culturel qui matérialise le mythe sacré de fondation, toute la tradition orale dont je vous parlais, mais également qui était revalorisée au travers de ces échanges plus récents. Il y a quand même des gens qui traversent le Pacifique dans des pirogues sans instruments pour venir se recueillir, pour venir communier avec le reste des communautés polynésiennes. Donc il représente aujourd'hui, ce site-là, un paysage culturel extrêmement important et remarquable de la Polynésie française. Bien, j'ai été un peu long, je vais être un peu plus court maintenant sur les parties 4 et 5. L'idée, quand même, c'est... J'ai été très vite, évidemment, ça c'est très complet. Vous le trouverez sur Internet. Tous les dossiers de candidature au patrimoine mondial sont en ligne sur le site du patrimoine mondial. Donc vous pouvez le lire sur Internet. En tout cas, ce qui est intéressant derrière tout ce processus, on comprend bien que ce site est exceptionnel, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces processus de patrimonialisation, et en particulier quand on parle de patrimoine mondial, c'est très lié à la question de développement. Ce qui anime ceux qui veulent inscrire au patrimoine mondial, c'est que derrière, il y a quand même des enjeux politiques assez importants, politiques plutôt en termes de politique publique, si vous voulez, c'est que la labellisation patrimoine mondial, c'est un label de qualité. Ça permet de démontrer qu'on a là quelque chose de qualité. Et il y a beaucoup de gens qui font du tourisme patrimoine mondial, beaucoup de retraités, notamment aux États-Unis et en Europe, de gens qui passent leur retraite à visiter des sites patrimoine mondial. C'est un label qualité qui fait qu'on est sûr de trouver quelque chose d'exceptionnel. Évidemment, le politique, lui, sa manière de raisonner, il voit tout de suite l'enjeu économique, et notamment le développement du tourisme. Il y voit également le rayonnement international et le fait de parler de son pays ou d'un coin particulier. Et il y a quand même un certain prestige autour du label UNESCO. Pour d'autres, c'est quand même la question de la protection du patrimoine. Le fait de sanctuariser certains sites, c'est quand même une manière, aujourd'hui, c'est la seule qu'on ait trouvée, de les protéger. Et notamment lorsqu'ils sont rares, comme en Polynésie, il reste assez peu de choses, il est peut-être important de les protéger. Donc il y a quand même des enjeux de politique publique de protection qui sont importants, des enjeux également de revalorisation et de transmission culturelle, et notamment portés en Polynésie par les groupes indépendantistes au départ, un peu comme en Nouvelle-Calédonie. La construction également d'une identité commune par la reconnaissance du statut de bien commun de certains sites. Ça, c'est souvent ce qu'il y a derrière la tête du politique qui se dit, finalement, le fait que tout le monde se reconnaisse dans un site, et le fait qu'on se reconnaisse dans ce site-là et comme porteur de valeurs
importante pour notre pays, c'est une manière aussi de créer du lien entre les gens, de créer du lien entre nos différentes communautés, en particulier dans nos territoires où on a des communautés différentes. Au niveau local, là aussi, il y a des ambitions qui sont derrière ce type de processus. C'est que pour certains, c'est vraiment souvent une manière aussi de recomposer le territoire, de mener des stratégies de légitimation des uns par rapport aux autres. Je pense notamment à nos papas qui ont été là, les personnes qui ont été les chevilles ouvrières, qui ont essayé de reposer un petit peu l'histoire de la zone au niveau local. Et je dirais, dans la petite politique locale, ça a permis de remettre les choses en place dans je dirais, les savoirs des gens et que chacun puisse rester à sa place. Et ça permettait de réaffirmer aussi certaines légitimités d'un certain nombre on dirait ici, de clans, en tout cas de familles. Le tourisme, évidemment, c'est souvent au cœur du sujet. C'est-à-dire que quand on mène ça, on s'attend à un flux touristique important. Ça crée des dynamiques d'aménagement et de développement qui sont souvent importants. Il y a certains sites qui vont jusqu'à plus 50% de fréquentation des sites en ayant le label. En moyenne, on est plutôt aux alentours de 20 à 30% d'augmentation de la fréquentation. Et donc le flux de visiteurs est effectivement perçu comme une manne, mais ça nécessite une gestion tout à fait nouvelle de l'espace. Et donc, en réalité, au début, un site UNESCO, ça coûte. Au départ, il faut d'abord investir parce qu'il faut essayer de concevoir la gestion des flux, les transports, former des guides, essayer de faire en sorte que la gestion elle soit bien encadrée, parce que sinon, votre site, si vous n'êtes pas capable d'absorber ce flux du tourisme, il va être très vite détérioré par le tourisme lui-même. Et donc, ça demande une réflexion très, très poussée sur la question de la gestion. Et évidemment, également sur tout ce qui est la gestion des flux et de la création d'activités. Donc les aménagements sont importants, je vous en montrerai un exemple, mais également ça demande une réflexion sur la formation, parce que pour pouvoir accueillir ces gens-là, les guider, raconter l'histoire, former les gens à ce type de tourisme, c'est particulier, donc ça demande aussi là toute une stratégie de formation d'un certain nombre de gens. Pour vous donner un exemple, le village d'Opoa et cette organisation, le marae était très déconnecté finalement de la mairie, de l'école, etc. On avait un espèce de mini-parking juste en face. Ce mini-parking, il est saturé au bout de 5 voitures et 3 bus. C'est juste pas possible de continuer comme ça. Et donc, il y a toute une réflexion de complètement réaménager, créer des aménagements le long de la mer pour connecter l'école avec le marae, pour faire en sorte que les bagnoles, on les laisse dehors, etc. En tout cas, ça demande des efforts importants d'aménagement pour les communes. Alors, ces mouvements de patrimonialisation, ils ne sont pas sans risque. Il y a toute une littérature là-dessus. Aujourd'hui, je ne fais pas un exposé là-dessus, mais il y a des risques. Il y a d'abord un risque d'instrumentalisation politique. Je vous le disais, en Polynésie, ces dossiers patrimoine mondial a d'abord été porté par les groupes indépendantistes d'Oscar Temaru. Et pendant plusieurs années, ça a créé beaucoup de tensions politiques et les gens sur place avaient l'impression d'être un peu instrumentalisés pour certains dans un jeu politique qui était beaucoup plus une affirmation identitaire au travers du jeu politique plutôt qu'autre chose. Donc ce risque-là, il peut agacer et s'il persiste, effectivement, on se retrouve avec un site qui va créer plus de problèmes qu'il va régler de choses. Et ce risque, il est réel. Nous, la stratégie qu'on a eue en Polynésie, on a fait un peu la tournée des popotes. On a réussi à obtenir de l'ensemble de l'Assemblée de la Polynésie française qu'elle passe une délibération avec l'engagement de tous les partis politiques, que quelle que soit l'instabilité politique ou quel que soit le parti qui soit au pouvoir, il sanctuarise ce dossier et qu'on puisse le porter. Parce que, comme je vous le disais, la temporalité politique, ce n'est pas celle d'un dossier UNESCO qui, parfois, qu'on met 10 ans à remplir. Donc, l'idée, c'était de sanctuariser le dossier. Et il y a eu un accord politique entre indépendantistes et autonomistes pour porter ce dossier, quel que soit le gouvernement en place. On peut également avoir des endroits où on a des recompositions territoriales qui ne sont pas maîtrisées, au désavantage de certaines populations. Ça a été vraiment la crainte de certains acteurs locaux à Tapu Tapu Atea.
très clairement. Des gens qui avaient de l'agriculture se sont dit, mais finalement, demain, on ne pourra plus faire notre agriculture. On avait un monsieur qui avait également un poulailler industriel, enfin en tout cas semi-industriel. On n'est quand même pas dans ça reste villageois. Mais en tout cas, il pensait qu'on allait lui interdire son poulailler parce que pas compatible avec l'idée d'un site inscrit au patrimoine mondial. Alors, c'est le cas parfois. Donc là aussi, il faut trouver les équilibres et il faut faire attention de ne pas tout interdire sous prétexte qu'on va être au patrimoine mondial. Il peut y avoir des perdants dans l'histoire et au final, ça peut créer beaucoup plus de problèmes qu'autre chose. Ensuite, on a un vrai risque de marchandisation de la culture et du patrimoine. Cette question-là, elle est très souvent décrite dans beaucoup d'écrits. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions-là, mais c'est vrai qu'il y a un risque de folklorisation de la culture. Il y a un vrai risque de désacralisation du site. À partir du moment où ces sites sont ouverts à tous, eh bien, quid des rituels qui se font sur ce site? Est-ce qu'ils vont continuer à être vivants? Est-ce que ça va être une espèce de cinoche pour touristes? Est-ce qu'il y a vraiment cette crainte-là? Et ça demande une réflexion de fond pour trouver l'équilibre, là aussi, entre une ouverture et une mise à disposition de ces sites pour de la visite touristique, pour de l'explication pédagogique, et aussi pour finalement conserver un caractère vivant à ces sites. Et ça, c'est le caractère marchand, le fait qu'on puisse y vendre éventuellement des souvenirs, ou qu'on puisse avoir des guides qu'on doit payer, etc. Il y a de vraies craintes, et c'est un risque réel de voir le site finalement perdre de son intensité. En Polynésie, on dirait de perdre de son mana. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut vraiment veiller dans le plan de gestion. Il faut être très précautionneux là-dessus. Ensuite, le fait finalement de dire que ce bien, finalement, il a une importance pour l'humanité entière. À partir du moment où on l'inscrit au patrimoine mondial, c'est d'importance pour toute l'humanité, donc évidemment pour toute la Polynésie française qui peut s'y référer. Mais du coup, on a quand même l'idée d'un bien commun qui est un bien public versus une conception qui, elle, est beaucoup plus locale. Il y a des clans qui sont liés à ces espaces-là. Il y a des chefferies, il y a encore des familles qui portent des noms importantes par rapport à ces espaces-là. Et donc ces espaces-là, par les gens localement, c'est d'abord vécu comme des espaces du quotidien, des espaces de proximité. C'est la relation à ses propres ancêtres. Et donc, on a toujours cette ambiguïté entre l'idée de bien public et de bien local. Et les gens ont parfois un sentiment de dépossession, parce que finalement, c'est quand même chez eux, c'est leurs ancêtres à eux, et pas les ancêtres de l'autre bout, je ne sais pas, de l'archipel, qui portent le nom, qui connaissent les noms, etc. Donc ce sentiment de dépossession, il peut créer également des tensions, et c'est quelque chose auquel il faut vraiment veiller lorsqu'on est dans ce genre de processus. Enfin, ce sont des espaces, finalement, que, d'une certaine manière, on va sanctuariser et geler. C'est-à-dire qu'on peut s'interroger, l'UNESCO en particulier est assez critique par rapport à ça. Je vous ai montré tout à l'heure des petites plateformes ou des petits hôtels où les gens aujourd'hui font des rituels. Il y a des petites choses qui peuvent émerger sur ce site parce que c'est un site vivant. Ça, c'est pas très bien vu par l'UNESCO. Donc, est-ce que demain, on va geler? Est-ce que s'il y a une nouvelle alliance qui se crée dans 30 ans avec je ne sais pas qui et qui a je ne sais quel rituel qui émerge, est-ce que ça va être accepté par l'UNESCO? Est-ce qu'on gèle tout, on sanctuarise tout? Est-ce que finalement les rituels ils doivent être institutionnalisés? Il n'y a que quelques rituels qui sont autorisés, pas les autres. Enfin, en tout cas, ça pourrait faire perdre son sens finalement à ce lieu-là, et c'est un risque qu'on a sur Tapu Tapu Atea. J'en terminerai avec la dernière partie, et je suis désolé de déborder, mais il y a quand même un intérêt majeur. Il y a des risques. Et j'en vois plusieurs. J'ai mis ces photos-là un peu par provocation. La première chose, c'est quand même que dans le contexte de nos îles, avec la présence française, on est dans des îles françaises du Pacifique, eh bien, il y a quand même quelque chose d'extrêmement important autour de la patrimonialisation. Ça a été le cas également pour les récifs ici en Nouvelle-Calédonie. C'est que quand même, c'est une manière aussi de faire reconnaître des espaces, des cultures, des coutumes, et en tout cas même des cosmologies importantes pour les peuples premiers de ces territoires. Et pour ce qui concerne la Polynésie française, on a réussi à avoir François Hollande qui est venu faire un discours à Tapu Tapu Atea pour avoir ce soutien de l'État. L'idée quand même, c'est que
quand on est dans le cadre très particulier de nos territoires français qui doivent passer par la France, et c'est la France qui présente le bien en tant que bien français. Auprès de l'UNESCO, c'est un bien français. Eh bien, il est extrêmement important qu'il y ait des actes symboliques de reconnaissance de la culture et de l'identité des peuples dont on parle, puisque ce bien, c'est bien un bien maori. Et on le voit d'ailleurs dans les rituels. On a un face-à-face qui n'est pas forcément évident, qui n'est pas évident du tout même, de la part de l'État en particulier. Mais je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose de réussi là, c'est qu'effectivement ce caractère de reconnaissance a été très important parce que c'est le premier site culturel outre-mer qui a été inscrit au patrimoine mondial. On avait les récifs de Calédonie et à l'île de la Réunion, les cirques et les pitons rocheux de la Réunion qui étaient inscrits en tant que bien naturel. Mais là, c'est le premier site culturel outre-mer inscrit au patrimoine mondial. Et ça, c'est un acte politique, symbolique extrêmement fort et qui, à mon avis, finalement, dans ce cas-là, a presque remplacé l'accord de Nouméa, si je puis dire, en Calédonie. C'est-à-dire que pour la première fois, il y avait une reconnaissance officielle et par le chef de l'État lui-même de l'importance de cette civilisation précoloniale. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important, qui politiquement est important. Deuxième intérêt majeur quand même, l'UNESCO, le E, le S et le C de UNESCO, il y a éducation, sciences et culture. C'est pas pour rien que l'UNESCO essaie de promouvoir ce genre de processus de patrimonialisation, c'est que quand même, on s'en est bien rendu compte avec ce dossier-là, c'est que lorsque vous êtes dans ce genre de dynamique, comme il faut faire une démonstration du fait que ce site est absolument incroyable, eh bien en fait, ça justifie aussi de dégager beaucoup de moyens pour faire des études scientifiques. Et en fait, pour la première fois, on a eu des moyens assez importants pour faire des tas d'études, des études archéologiques complémentaires, des études botaniques, des études... et puis, si vous voulez, on a cet atlas, on a produit tout un atlas avec des cartes, vous en avez vu quelques-unes, où on a référencé les choses, on a fait tout un travail de compilation, on a rassemblé toute l'information. C'est un travail qui est considérable pour pouvoir écrire ce truc. Et en fait, pour pouvoir argumenter, eh bien, on consolide les connaissances grâce aux études scientifiques. Et bien rien que ça, c'est pas rien. Parce que c'est toujours la culture et le patrimoine, c'est toujours le parent pauvre des politiques publiques. Il n'y a jamais d'argent pour ce genre de choses. Et bien lorsque vous êtes dans un processus de patrimonialisation, eh bien ça suscite quand même, je dirais, un travail de fond, alors jamais assez, mais un travail de fond qui est vraiment intéressant. De fait, ça entraîne aussi l'intérêt de la communauté scientifique à une échelle beaucoup plus large que simplement ceux que vous avez dans votre territoire. Ça crée aussi des échanges à l'international entre scientifiques. Et je reparle de Christophe Sand qui connaît bien ça, puisque il est dans ICOMOS Pacifica, qui est une association qui travaille sur ces dossiers patrimoine mondial et qui travaille sur ces sites-là. Il y a vraiment toute une communauté scientifique dans la région et connectée même à des scientifiques en dehors même de la région, qui s'intéressent du coup à ces sites-là. Et puis sur le plan de l'éducation, l'UNESCO, il y a quand même l'éducation. Nous, on a pu se rendre compte, là, vraiment, en travaillant, que c'était vraiment, ça donnait un coup de booster à la revalorisation des langues, à l'enseignement à la culture au sein même des établissements scolaires, et notamment, on a vu plusieurs écoles, dont l'école de Opoa, locale évidemment, dont le projet d'établissement, tout d'un coup, on créé des projets d'établissement axés sur la culture. Et on s'est rendu compte que dans les écoles primaires, ça a donné un sacré coup de boost finalement à la revalorisation culturelle et à ces choses-là. Et puis on en a profité également dans ce cadre-là. Il y a un collège à quelques kilomètres du site de Taputapuatea où on a finalement, à partir du moment où l'école maternelle et primaire avait des projets d'établissement axés sur la culture, eh bien on a pu créer en concertation avec le collège, créer une section culture au sein même du collège où les enfants ont entre 4 et 6 heures d'éducation culturelle en langue au collège avec une section culture
Et aujourd'hui, cette section culture, on est même en train de l'ouvrir dans les lycées de Raiatea pour créer une continuité de la maternelle jusqu'au bac, avec pourquoi pas même des épreuves de bac sur les aspects culturels maoris. Et ça, c'est très important parce que l'idée, ça vient consolider aussi l'idée qu'il va falloir former des guides, il va falloir former des gens qui peuvent parler de ce site. Et du coup, vous voyez, ça crée quand même un entraînement, une modification du système scolaire lui-même. Ça permet de rentrer en contact avec le vice-rectorat et de négocier le fait que la culture, ça peut être une matière d'éducation forte de la maternelle jusqu'au bac. Et rien que pour ça, c'est quand même un intérêt fort de ce type de labellisation, parce que sans ça, on se rend bien compte que c'est plus difficile. Je vous montre juste quelques images de ce qui se fait dans les écoles, ateliers de tressage, la musique, l'apprentissage des orero, c'est-à-dire les déclamations traditionnelles sur le site même du Marais, avec des expositions diverses, des tout petits jusqu'aux plus grands. Enfin voilà, il y a eu énormément de choses qui se sont faites autour de ce processus pendant 5 ans. Et on a bien vu l'impact que ça avait du point de vue de l'éducation et de la perception même de l'institution de l'éducation vis-à-vis de la culture. Troisième élément, c'est quand même la protection, parce que, parlons-en, l'idée, c'est aussi de protéger ces sites-là au travers de la sensibilisation. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses dans les médias, et donc ça a permis de vraiment renforcer la prise de conscience, mais également les outils. Il y a des outils juridiques qui ont été créés pour l'occasion, et notamment la Polynésie française, pour le coup, s'est dotée d'un code du patrimoine. Elle n'avait pas de code du patrimoine. Quelqu'un qui avait un marae du XVe siècle dans son jardin, il pouvait passer le bulle pour l'enlever si ça le gênait, pour faire une cabane de jardin, quoi. Je veux dire, il n'y avait aucun système de protection en Polynésie. Et jusqu'à présent, il y a eu énormément de destruction parce qu'il n'y a aucun encadrement juridique. Il n'y a aucune loi qui dit qu'il faut protéger ces structures-là. Et aujourd'hui, il y a un code du patrimoine. Et puis le site du Marae, lui, s'est doté d'un règlement intérieur. Idem pour les outils de protection de paysage et de l'environnement. Ça a été l'occasion, comme là, ce n'est pas seulement des structures archéologiques, mais tout un paysage. Eh bien, on a mis en place tout un plan de gestion, et on se rend compte qu'on a essayé de créer vraiment de l'innovation dans la manière de gérer ces espaces-là et les paysages. Donc ça a été une occasion de le faire et d'inventer les outils qui vont servir maintenant à d'autres endroits en Polynésie, en particulier à Upunau, à Moorea, à différents endroits, on utilise ces outils-là. En termes de gouvernance aussi, la manière de travailler sur des projets comme ça, c'est qu'en fait, on crée des comités de gestion. Ça s'est fait exactement comme ça aussi en Calédonie pour les récifs. Et du coup, l'implication des acteurs locaux dans le développement local, des populations, des acteurs économiques, il y a eu, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de réunions qu'on a pu tenir en 5 ans. C'est aussi une manière de faire du développement local complètement autrement, en associant les populations dans la manière de travailler, et pas seulement de faire des politiques publiques qui viennent du haut. Et là, l'idée, c'est vraiment de bâtir des projets autour de ce processus de labellisation avec les gens, et en particulier avec les jeunes. On a eu beaucoup de jeunes qui sont venus. Les jeunes ont même monté une troupe de danse. Ils étaient présents dans toutes les réunions. Ça a créé une dynamique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du coup, on a des organigrammes un peu particuliers qui partent du bas, avec des comités de gestion, des gens qui sont acteurs et qui travaillent main dans la main avec les différentes institutions. Ça, ce sont des organigrammes qu'on a mis dans le plan de gestion dans le dossier. Je vais passer là-dessus. Je termine par un petit mot. Je tiens beaucoup à ce terme de capacité. Vous avez un théoricien économique, en économie indien qui s'appelle Amartya Sen, qui a théorisé sur la notion de capacité. L'idée, c'est de renforcer les capacités des gens, créer des opportunités, mais en même temps avec une liberté d'expression et une liberté culturelle, notamment dans ce cadre-là. Je pense vraiment que ces processus permettent de renforcer les capacités. Et ces capacités, ce sont les capacités pour créer du développement local. Ça permet aux gens de reprendre confiance en soi. Et dans des milieux colonisés, c'est loin d'être simple. Et on s'est rendu compte que les jeunes, notamment, qui pensaient qui étaient en échec scolaire, qui pensaient ne rien savoir, se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient plein de savoir, ils savaient faire plein de choses. Et cette confiance en soi, ce type de processus
Et le fait d'impliquer comme ça les gens, ça permet de reprendre confiance et ça permet vraiment de pousser des processus de développement local pris en charge par les gens eux-mêmes. Donc, si vous voulez, en conclusion, c'est que un processus de patrimonialisation, c'est ni bon ni mauvais a priori, en fait. Ça dépend ce qu'on en fait. Ça dépend des choix que les politiques publiques en font. Ça dépend des dynamiques collectives qu'on arrive à mettre en place. Et évidemment, la clé, c'est l'implication des populations. Si on ne le fait pas pour les gens déjà localement, eh bien, ça ne sert à rien d'ouvrir ça pour l'humanité. Il faut déjà travailler avec les gens. Et quand on le fait avec les gens, et les gens ont énormément de cœur ici dans le Pacifique, ça donne des choses assez extraordinaires. En tout cas, c'est l'expérience que je voulais partager avec vous ce soir. Je vous remercie beaucoup. Maruru. Merci Jean-Brice. Alors comme je vous disais tout à l'heure, maintenant on peut passer au débat. Donc nous avons 2 micros de part et d'autre de la salle. Si vous avez une question à poser, un commentaire sur la présentation qui vient d'être faite, vous êtes les bienvenus. Alors bonsoir. Avant que le débat commence, je voulais juste prendre la parole pour vous remercier pour votre présentation qui était très claire, très intéressante et vraiment riche en connaissances. Donc, merci pour ce partage. Merci beaucoup. Merci. Christophe Sand, qui a été interpellé tout à l'heure. Oui, tu as eu la gentillesse de me citer 2 fois, c'est gentil. Je voulais dans un premier temps insister sur la qualité du travail qui a été réalisé autour de ce site. Moi, je suis président d'ICOMOS Pacifica et donc des dossiers du patrimoine mondial, j'en lis plusieurs tous les ans. Et celui-ci était d'une qualité tout à fait exceptionnelle. Vraiment, le travail de fond qui a été réalisé a fait de ce dossier un des meilleurs qui était rédigé au cours des dernières années, et en particulier pour le Pacifique, parce que je dois vous avouer que toute une partie des dossiers patrimoine mondial pour le Pacifique sont, disons, pour être très respectueux, de qualité un petit peu moyenne. Pour simplement ajouter un côté de la culture vivante, enfin pas rentrer dans les détails du patrimoine mondial, mais apporter un petit élément. Vous avez vu aussi bien au niveau du film, et puis après Jean-Brice vous en a parlé, de ces gens qui arrivent des autres îles, et puis qui arrivent avec une pierre, qui arrivent avec un caillou, qui déposent. Et c'est vrai que c'est considéré comme une forme de folklorisation, quelque chose de contemporain. Et ben en fait, pas du tout. En fait, c'est un fondement du déplacement des pirogues à travers le Pacifique. Et pour la première fois, on peut le démontrer archéologiquement. Vous savez que ça fait 150 ans que les archéologues en Nouvelle-Zélande, ils cherchent désespérément la trace du lien entre la Polynésie centrale et puis l'arrivée des Polynésiens en Polynésie sud-occidentale. Et dans quelques semaines va être présentée la découverte dans l'île du Sud de 3 pierres dans des sites de premier peuplement. Pardon. Donc qui remontent au XIIIe siècle. Et ces 3 pierres, d'un point de vue géologique, ne peuvent provenir que de Polynésie centrale. Et donc ce que les gens y font aujourd'hui sur le Marae Tapu Tapu Atea, en fait, ils le faisaient déjà il y a 800 ans, probablement d'île en île, et de traces de la racine vers l'île fille. Voilà, merci. Oui, Jean-Brice, une question que j'avais oublié de poser lors de l'émission, c'était de savoir si il y a d'autres dossiers actuellement en cours dans le Pacifique et éventuellement en Nouvelle-Calédonie. Alors, en cours, je pense que celui qui est le plus à même répondre, c'est Christophe. Parmi les dossiers récents, en tout cas, c'est vrai que les sites culturels
il y en a très très peu dans le Pacifique qui sont inscrits. On a juste à côté de chez nous, à Vanuatu, le site de Roemata, hein, où on a effectivement une île, un cimetière d'un chef extrêmement important à Vanuatu qui était inscrit il y a quelques années. On a des sites qui sont à la fois naturels et culturels. On a Tongariro en Nouvelle-Zélande. Vous avez le site de Nanmadol, je crois que ça a été inscrit en 2016, si mon souvenir est bon, qui en Micronésie. Enfin, en tout cas, on les compte sur la main, hein, les sites culturels dans le Pacifique, on les compte sur la main. Je ne sais pas, Christophe, s'il y en a d'autres en cours. J'avais entendu parler à un moment donné de Tonga, je ne sais pas où ça en est. Christophe. Yap. Excusez-moi de reprendre la parole. Il y a 2 dossiers en cours. L'un, c'est Tonga, la para c'est la zone des anciens Tu'i-Tonga avec des grandes, entre autres des grands tombeaux monumentaux. Et l'autre dossier en cours, c'est les grandes pierres-monnaies de l'île de Yap, qui étaient fabriquées à 650 km à l'ouest sur l'île de Palau, et qui étaient transportées par pirogue avec certains des blocs qui pouvaient faire plusieurs tonnes. C'est les 2 gros dossiers patrimoine culturel qui sont en cours pour le Pacifique en ce moment. Et puis, bien entendu, si j'en ai oublié un, le patrimoine français a accepté au mois d'avril le dossier île Marquise, et donc la Polynésie française est maintenant autorisée à entamer la rédaction de ce dossier patrimoine culturel aux îles Marquises qui traîne depuis... Il a commencé en 1996. Voilà. C'est un dossier qui traîne depuis 1996. 22 ans pour l'instant, donc voyez. Bonsoir, merci. Vous avez relié la matérialité du site de Tapu Tapu Atea avec un autre patrimoine, lui, immatériel, dont il a été question encore à l'instant, là, les navigations aux étoiles. Est-ce que on peut relier un site à cette science, ces chemins des étoiles? Est-ce qu'il est question, d'ailleurs, aujourd'hui, à l'UNESCO, depuis un endroit du Pacifique, d'inscrire cette science de la mer et des étoiles à un patrimoine quelconque? Alors effectivement, d'abord ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'UNESCO, il y a plusieurs manières d'inscrire des choses. On reconnaît aussi à l'UNESCO des biens immatériels, c'est-à-dire on a souvent entendu parler de la cuisine française ou ce genre de choses, où là effectivement, mais c'est une autre procédure, on est dans un autre cadre. Est-ce qu'il faut le relier forcément à des sites? Non, pas forcément. Nous, c'était le contraire. On a mobilisé la question des savoirs traditionnels, que ce soit les savoirs oraux encore existants ou que ce soit ces savoirs anciens. En tout cas, ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, personne ne porte, si tu veux, de dossier pour, à ma connaissance, j'ai pas entendu parler de dossiers. Ceux qui seraient le plus à même de le faire, peut-être, ce seraient les Hawaïens, puisqu'ils ont ce travail depuis les années 70 de renouveau culturel qui fait qu'ils sont un peu pionniers dans toute cette démarche, comme tu le sais bien d'ailleurs. En tout cas, il ne me semble pas qu'il y ait aujourd'hui velléité à inscrire cette connaissance-là au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Est-ce qu'on pourrait le faire? Peut-être. Je pense qu'en tout cas, c'est une idée à creuser. Maintenant, qui pourrait le porter? Je ne sais pas. Il faut quand même se rendre compte que ces connaissances-là, elles ont très largement disparu. Lorsque les Hawaïens ont recommencé à naviguer, ils ont été chercher les derniers vieux ou les dernières personnes qui connaissaient des choses en Micronésie, je crois. Il me semble que c'est en Micronésie qu'ils sont allés chercher des gens qui leur ont appris à naviguer avec les étoiles, etc.
tout ce qu'on peut lire, en tout cas sur, je vous ai montré tout à l'heure quelques hypothèses sur les conceptions, la manière de quadriller le ciel, la manière de le concevoir, etc. Pour l'instant, c'est difficile à prouver. Hein. Il y a une thèse de doctorat là, qu'on a utilisée d'ailleurs pour ces illustrations, faite par un... je me souviens plus son nom, en Polynésie française. Bon, j'essaierai de le retrouver tout à l'heure. Où son travail a été critiqué par la communauté scientifique en disant c'est beaucoup des hypothèses et il n'y a pas grand-chose de prouvé. Donc on a quand même encore une difficulté d'ordre scientifique pour étayer, je dirais, cette démarche. C'est tout ce que je peux dire. Je ne connais pas si bien que ça le sujet. Juste là sur le processus de patrimonialisation là, de Tapu Tapu Atea à l'UNESCO, vous parliez tout à l'heure là, de cette campagne, on va dire, hein, où les pays aussi de la région sont venus soutenir la Polynésie française pour que le site puisse être inscrit. Est-ce que c'est une compétition? Vous parliez là du championnat du monde. Est-ce que du coup, quels étaient les autres sites d'ailleurs qui pouvaient, avec lesquels Tapu Tapu Atea a été du coup en concurrence à ce moment-là? Alors, ce n'est pas une compétition en tant que telle, dans la mesure où il n'y a pas de quota. On ne dit pas cette année, on va en classer 10 ou cette année, on va en classer 30. Si tout se passe, il passe. Ça dépend de la qualité des dossiers. Je veux revenir au soutien régional. Ce soutien régional, c'est d'abord ce sentiment d'appartenance à une nation, je dirais, un peu comme le disent les Américains en Amérique du Nord, hein, à la grande nation polynésienne. C'est-à-dire qu'il y a quand même, chez beaucoup de gens qui revendiquent cette identité polynésienne, que ce soit chez les Maoris, Hawaï ou ailleurs, notamment dans ces territoires qui ont été colonisés, il y a une revendication qui est portée par des groupes soit politiques, soit culturels, qui est très forte. Et c'est vrai que dans l'historique du dossier polynésien, j'en ai pas parlé parce que c'est trop long à expliquer, mais je peux en donner quelques éléments. L'idée d'inscrire ce dossier a été portée par un monsieur qui s'appelle Richard Toheyava. Richard Toheyava, qui a été d'ailleurs les dernières années sénateur de la Polynésie, qui représentait la Polynésie au Sénat en France, hein, il a été sénateur, fait partie d'un groupe indépendantiste, hein, d'un mouvement politique indépendantiste, et c'est le premier qui a essayé de mettre ça en chantier au début des années 2000. Tout ça relayé par une association locale à Opoa, hein, sur place, parce qu'il avait des liens de famille avec des gens là-bas. Donc pendant plusieurs années, ça a été d'abord porté par des indépendantistes et par des associations locales, culturelles. Et l'idée première de ces groupes-là, c'était d'essayer d'échapper à la procédure via la France et essayer de se dire on va essayer d'inscrire Tapu Tapu Atea en tant que bien en série transnationale. Alors c'était de dire on va inventorier tous les Tapu Tapu Atea, les Kapu Kapu Akea qui est dans le Pacifique. Il faut savoir que le grand marais royal de la royauté des îles Cook s'appelle Tapu Tapu Atea, voilà, il y en a plusieurs. C'est dit on va dire Tapu Tapu Atea en fait c'est pas un seul marais mais c'est un réseau. Et on va demander l'inscription au patrimoine mondial à plusieurs pays et ensemble avec les différentes nations, entre guillemets, polynésiennes, avec les Maoris, avec les Hawaïens. Au départ, il y a eu ce travail-là. Et pendant plusieurs années, il y a eu ce travail de Richard Toheyava de connexion, de lien, de discussion avec un certain nombre d'acteurs pour porter une inscription au patrimoine mondial, pas en tant que bien français, comme je vous le disais, mais en tant qu'un bien transnational appartenant aux Polynésiens et porté par plusieurs pays à la fois. Et l'idée, c'était de présenter cette démarche-là portée par les îles Cook, qui est un État associé de la Nouvelle-Zélande. Et au final, donc, en tout cas, moi, la commande, au départ, je devais faire ce travail. Et on s'est assez rapidement rendu compte, notamment lors d'un atelier de l'UNESCO qui s'est déroulé aux îles Cook,
on s'est vite rendu compte que c'était politiquement extrêmement compliqué et que c'était semé d'embûches. D'abord, on avait les États-Unis qui venaient de raccrocher à l'UNESCO parce que l'UNESCO avait reconnu avait reconnu les Palestiniens presque comme un État, et donc les États-Unis ont coupé 80% du financement de l'UNESCO. Donc on avait les États-Unis qui n'étaient pas vraiment derrière. On avait un certain nombre je vais passer le détail, mais en tout cas, cette idée de pouvoir l'inscrire ensemble, c'était déjà quelque chose de porté dès le départ. Et c'est vrai qu'il y a eu, vers la fin, et quand bien même ça a été porté par la France, il a fallu expliquer pourquoi, du coup, on allait quand même passer par la procédure par la France. Donc, sachant que ces mouvements qui soutenaient cette inscription étaient plutôt anti-français, il faut bien le dire. L'histoire avec la Nouvelle-Zélande, avec le Rainbow Warrior, c'est encore dans les mémoires. La France passe toujours pour un État colonial dans le Pacifique. Et donc, les peuples polynésiens, au départ, ne voulaient pas de cette inscription par la France. Il a fallu de l'explication, il a fallu échanger. Et il y a eu pas mal de rencontres avant d'avoir ce soutien. Et de fait, il y a eu des courriers qui ont été envoyés. Notamment, les Maoris de Nouvelle-Zélande ont rassemblé toutes les chefferies Maoris, et c'est pas une délibération, ou je ne sais plus comment, c'est une résolution en tout cas, où ils ont décidé d'aider, de soutenir, ils ont fait une déclaration comme quoi ils soutenaient le processus en cours avec la France. Donc voilà, en tout cas, il y a eu un travail, il y a tout un travail diplomatique autour de ça, au sein même entre Polynésiens même. Y a-t-il une dernière question dans la salle? Bon, dans ce cas, il ne me reste plus qu'à te renouveler mes remerciements, Jean-Brice, pour ta présentation de ce soir. Tu as parlé de la documentation, donc je voudrais rappeler que l'échantillon qui était présent devant la salle ici, c'est la documentation qui est disponible au sein de la médiathèque. Alors qu'on est ouvert du mardi au dimanche, de 9h à 17h, donc il y a sur ce sujet et bien d'autres sujets, beaucoup de documentation. Donc, je l'ai dit aussi tout à l'heure à la conférence, elle sera disponible en accès audio dès la semaine prochaine sur adck.nc, catalogue de la médiathèque et publications multimédia, et puis sur l'antenne de Calédonia et sur leur chaîne YouTube d'ici quelques semaines. Pour ce qui nous concerne, on a une autre conférence de prévue, donc d'ici 2 semaines, avec les personnes du département Recherche Patrimoine du Centre culturel, Emmanuel Chibaou, Yvon Kona. Il sera question de la régulation des conflits. Donc vous y êtes les bienvenus. Merci à vous pour votre présence ce soir et à bientôt. Merci beaucoup.